Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier webinaire Securilance. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de la cybergouvernance dans un format de 40 minutes. J'aurai pour cela le plaisir d'être accompagné par Jonathan Michel Villas, cofondateur de Securilance et CTO de HNet, et également de Paul Chamas, consultant freelance du réseau Securilance et fondateur de Clarix. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler du projet Securilance en une minute. Securilance, c'est le croisement de deux constats. De plus en plus de consultants souhaitent piloter leur carrière de façon autonome. Euh, et le deuxième constat, c'est que les réponses qui étaient jusqu'alors sur le marché étaient très généralistes. Et du coup, ni les consultants, ni les clients ne s'y retrouvaient réellement. Donc, on a lancé cette offre qui est une offre 100% cybersécurité avec toute la palette de profils que l'on peut retrouver, à la fois des directeurs cyber, des RSSI, des auditeurs, des analystes SOC, des pentesters. Une tarification qui est transparente. On est à 15% au-delà de 3 mois de mission. On a construit un socle de tests techniques et tests fonctionnels qui permettent de rapidement jauger les collaborateurs, mais c'est aussi des tests qu'on construit avec les clients, ce qui nous permet aux collaborateurs de bien comprendre les attentes des clients, que tout le monde ait bien la bonne information avant de démarrer une mission. C'est souvent un gage de pérennité dans la mission. Et notre force, c'est que avec 500 collaborateurs disponibles, alors en France et en Europe, principalement au Benelux, on va pouvoir rapidement proposer un ou plusieurs consultants et proposer des pools de consultants qui pourront intervenir en task force directement chez vous. Tout ça en nous garantissant la sécurité contractuelle puisque l'ensemble des prestations sont délivrées par Securilance. Pour vous donner un aperçu, vous pouvez voir la répartition des profils que l'on a à ce jour, à savoir que l'on fait bien entendu grandir la communauté de semaine en semaine. Je vais laisser maintenant Jonathan qui va nous présenter son retour d'expérience sur l'état des lieux de la menace en 2020. Une interview donc du directeur des opérations de l'ANSSI, François Derucci, réalisée donc sur France Inter en septembre, qui fait état de lieu d'une centaine d'attaques cyber. Du coup, on peut dire quand même que ce dernier trimestre de l'année a été tout aussi actif avec notamment des attaques assez impressionnantes. Je pense notamment à FireEye et puis à Sopra en France, qui cible donc du coup des experts du domaine. En conséquence et sans surprise, dans le chart du top 10 des risques encourus par une entreprise en 2020, donc chart réalisé par Allianz, qu'on retrouve assez facilement sur le net, les attaques cybernétiques sont sur la marche du podium. Donc il y a clairement une prise de conscience des enjeux cyber d'un point de vue collectif, voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour parler de Sopra, par exemple, en termes d'impact, c'est que l'action a chuté de 130 à moins de 200 euros. Ce qui est une belle dégringolade. Voilà, on est sur des impacts qui sont quand même assez impressionnants. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement, les statistiques là, qu'on vous présente sur cette planche, elles sont tirées donc du rapport du CERT Wavestone, qui est donc du coup à date le seul certes habilité prestataire de réponse à incident de sécurité, même s'il y a encore 6 sociétés qui sont en lice, en cours d'habilitation par l'ANSSI. Dans le top 3 des vecteurs d'infiltration, sans grande surprise, on est toujours sur des modalités, des modes opératoires qui sont idoines. On est toujours sur une compromission par le phishing. Il y a la surface d'attaque, bien sûr, inclus
tout ce qui est exposé sur le web. Et puis les accès distants, voilà, qui sont aussi une belle opportunité pour les attaquants, notamment dans ce contexte de pandémie et de confinement où finalement on se retrouve tous à faire du télétravail. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Sensibiliser, sécuriser son mail. Et quand je dis sécuriser son mail, je vais faire une petite parenthèse en disant quid du cloud, parce que il y a beaucoup d'offshoring vers GCP et puis vers Azure. Cartographier, scanner, patcher, mettre du MFA. D'ailleurs, il y a deux petits liens très intéressants en bas à gauche qui permettent de suivre les tendances, hein. Il faut savoir que du coup, 66% des cyberattaques sont de type ransomware. Pour cela, assez facilement, moi ce que je vous propose, c'est de suivre déjà les tendances et récupérer pour les gens qui sont un petit peu techniques là dans l'auditoire les IOC, donc indicateurs de compromission, c'est-à-dire IP malveillante, domaine sur any.run, ou de souscrire à ce genre de type, ce type de feed, excusez-moi. Et ensuite, deuxième lien très intéressant qui a été réalisé du coup par Christophe Renard, qui est un agent de l'ANSSI, qui participe du coup aux actions de réponse à incident. Et donc, il a dressé une liste de 10 quick wins qui mangent pas beaucoup de pain et qui permettent voilà, d'éviter la catastrophe. Donc, notamment, je parlais donc de vecteurs d'infiltration, hein, on a parlé de ce top 3. Dans les crises, 100% donc, des crises impliquent une compromission de l'Active Directory. Donc, ce qui veut dire que... ok, la slide est revenue. 100% donc des crises impliquent une compromission de l'Active Directory, donc peut-être que il faudrait revoir ses priorités. On vous invite peut-être à revoir vos priorités, à initier peut-être des chantiers de mise en place du tiers zéro au niveau de vos admins. En gros, ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il y a un discours commun qui s'impose, donc il y a encore un gros travail à faire sur la préparation, sur la détection. La découverte de la compromission est bien trop souvent remontée par l'utilisateur ou la production, hein, déphasement d'écran, arrêt de service. J'ajouterai également que la gestion, la visibilité du patch management sur les SI de grosse envergure est important, hein. C'est difficile des fois de cartographier et de dire à combien de pourcents on est patché au niveau de la vulnérabilité, par exemple Zero Logon, qui est sorti en août. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les impacts sont multiples et violents, ils sont connus, arrêt d'activité, impact financier, donc on l'a parlé vis-à-vis de Sopra, l'impact image, l'impact humain également. Pour ceux qui suivent l'actualité, il y a une personne, un patient qui est quand même décédé en Allemagne suite à l'arrêt, à la paralysie des systèmes d'information d'un hôpital. Donc, que l'on soit RSSI, analyste, auditeur, admin, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. La diffusion de la connaissance entre pairs à tout niveau reste le meilleur moyen de défense. Donc, j'ai 3 conseils avant de laisser la parole à Paul qui expliquera comment mettre en place une gouvernance efficace. Bien sûr, se référer aux publications de l'ANSSI, qui reste donc le premier point d'entrée, hein. On a une véritable mine d'or, guide d'hygiène, excusez-moi, les ransomware, la partie carto, analyse de risque, les guides techniques sur le hardening, et j'en passe. De participer dans le milieu associatif, hein, il y a
l'occlusif notamment, le Césine et l'OSIR pour la partie un peu plus technique, qui sont des institutions de renom, voilà, qui existent depuis un certain temps. Et 3, ce que je vous conseille fortement, c'est d'écouter les podcasts hebdo No Limit Sécu, publiés tous les lundis, qui sont d'excellente qualité avec des intervenants remarquables. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a 2 références pour moi qu'il vous faut écouter si ce n'est pas déjà fait, qui sont donc les 10 quick wins pour RSSI donc, de Christophe Renard et retour d'expérience suite à une attaque rançongicielle avec du coup en invitation Jérôme Pozzi qui est donc le RSSI de la mairie de Marseille. On vous fera suivre de toute façon l'ensemble de ces liens à l'issue du webinar. Je vais en profiter pour donner la main à Paul. Yes, parfait. Juste relancer le PowerPoint et je me connecte. Parfait. Et le voilà. Sébastien, c'est bon, Sébastien, vous voyez mon écran? C'est parfait, on voit ton écran. Parfait. Bonjour à tous, je suis Paul Chamas, consultant IT risque et cybersécurité avec 10 ans d'expérience, notamment dans le secteur financier. Je suis freelance depuis 2017 et cofondateur des sociétés Claris et Wide Risk, sa filiale au Mali. Et je suis spécialisé en risk management, risque opérationnel au sens large et plus spécifiquement en IT risque, en résilience opérationnelle, mise en place et audit de PCA, PSI, gestion de plan gestion de crise, et en cybersécurité, en cybergouvernance et assistance au RSSI. Déjà, ma première mission que j'ai effectuée en tant que consultant, c'est assister à un RSSI d'une grande banque pendant 2 ans. En préparant le webinaire aujourd'hui, puisque, comme l'a montré le pôle qu'a fait Sébastien, la plupart des intervenants sont ou bien des RSSI ou bien des consultants de sécurité, l'objectif, c'est pas de faire un cours magistral théorique sur la cybergouvernance. Ces informations sont là, vous pouvez voir ce que publie l'ANSSI, mais plutôt vraiment vers un rétex, un retour d'expérience pour pouvoir donner un peu des tips intéressants, que ce soit pour le RSSI ou que ce soit pour le consultant qui l'accompagne. Donc, quand on parle de cybergouvernance, il y a 2 éléments qui sont importants à relever. Premièrement, c'est le pilotage. La gouvernance, c'est un système de management, c'est un pilotage et un pilotage continu. C'est pour ça, comme vous pouvez voir, j'ai mis en illustration le système PDCA, Plan, Do, Check, Act. Ceux qui ont accompagné la mise en place d'un système de management, que ce soit de sécurité basé par exemple sur ISO 27001 ou que ce soit de continuité basé sur ISO 22301, connaissent que c'est un système efficace. Pourquoi? Parce que la partie plan, c'est la formalisation, la partie do, c'est l'implémentation, la partie check, c'est le contrôle continu, et la partie act, c'est l'amélioration continue. Donc, l'objectif de ce pilotage, c'est qu'il soit dans la durée et, le plus important, mis à jour régulièrement, parce que les menaces internes et externes sont toujours actualisées. Il y a beaucoup de choses nouvelles, donc il faut vraiment actualiser son outil ou sa méthodologie de pilotage. Et pilotage de quoi? Pilotage de la sécurité. Bien sûr, on peut dissocier la sécurité au sens large, la sécurité des systèmes d'information, ou bien de la cybersécurité. Là, vraiment, on parle d'attaque cyber. On verra ça un peu en détail dans le slide suivant. Mais le message important que j'aimerais mettre en avant, c'est que dans la sécurité, toujours, on parle de people, process, techno. Pour différencier de ce qu'avant était la sécurité, c'est vraiment seulement la sécurité des technos. Moi, j'aimerais mettre en avant people, process, techno, project, vendor. Car aujourd'hui, on a beaucoup fait attention à inclure les processus et les RH, mais les projets et les fournisseurs restent toujours les talons d'Achille des entreprises. Beaucoup d'attaques, comme par exemple une grande banque récemment depuis quelques années, l'attaque NotPetya, c'est à partir d'un fournisseur.
Bon, l'attaque ne s'est pas trop propagée car ils ont mis en place des cloisonnements nécessaires, mais si on ne contrôle pas nos projets, si on ne contrôle pas notamment les projets de migration vers le cloud, les projets d'implémentation SI et nos vendeurs, là, l'effort qu'on est en train de faire sera un peu manquant. Paul, je me permets une petite parenthèse. Du coup, Bien sûr. c'est également le cas pour la mairie de Marseille, hein. Le vecteur d'infiltration, c'était des partenaires. Effectivement, c'est pour ça, c'est important de souligner que c'est pas seulement les grandes entreprises ou les entreprises qui sont concernées, aussi les organisations, les secteurs publics. Et je rebondis directement sur la question, suis-je concerné par la cybergouvernance? Parfois, on demande, suis-je concerné si je suis une PME, une ETI, une petite start-up? Moi, je dis en général, indépendamment de la taille de l'organisation, ça dépend des enjeux métiers pour les entreprises, mais aussi des enjeux, des enjeux du fonctionnement si c'est une organisation. Ça veut dire, si j'ai des enjeux réglementaires, aujourd'hui, je suis une start-up, une fintech ou une assurtech, et je suis contrôlé par l'AMF ou la CPR, je dois mettre en place un système de cybergouvernance comme les grandes banques et les assurances. Si aujourd'hui je suis un petit business, pourquoi je me concentre sur les petits? Parce qu'en général, les grands, ils ont déjà un dispositif et on va en parler, mais parfois les petites centres qui ne sont pas concernés par recruter un RSSI ou prendre un consultant de sécurité ou prendre un abonnement SOC, l'enjeu technologique, même si on est une petite boîte qui est une boîte de e-commerce et tout notre business est sur Internet, on doit mettre en place un pilotage de la sécurité. Si dans notre boulot, on collecte des données, que ce soit des données personnelles ou des données, où on manipule beaucoup de données qu'il faut protéger en les stockant, que ce soit chez nous ou ailleurs sur le cloud, il faut faire une cybergouvernance. Et le plus important, parfois, on est une petite boîte de conseil, on a des consultants, mais par contre, nos clients qui sont des grands comptes exigent dans tout ce qui est third party risk assessment, security assessment, qu'on soit ou bien à niveau dans la sécurité ou même certifié par exemple ISO 27001. Donc là, on est concerné. Aujourd'hui, il y a des références et il y a des normes qui ressortent. Les plus importants pour moi que j'ai vu chez les clients, c'est NIST Cyber Security Framework et ISO 27001. Et je parlerai de mon sur Cobit. Il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup d'articles. Vous pouvez cliquer en ligne NIST versus ISO 27001, lequel mettre. Pour moi, pour résumer, vraiment sous forme de retour d'expérience que j'ai vu chez les clients. Si on parle de système de management, système d'information, un système de pilotage qui couvre vraiment le risk management, l'inventaire, les RH, la sécurité physique, ISO 27001, puisqu'il est basé sur le PDCA, c'est un système continu. Et en plus, on peut décrocher, si on le fait bien, un certificat, la certif ISO 27001, qui démontre à tous nos clients et tous les third parties avec qui on travaille qu'on est certifié. C'est un bon outil. Par contre, aujourd'hui, dans le système de management de la sécurité des systèmes d'information, il y a tout ce qui est dispositif de cybersécurité pour faire face aux menaces grandissantes, aux cyberattaques. Et là, parfois, le dispositif doit être un dispositif réactif 24/24, 7 jours sur 7, sous forme de SIEM, sous forme de SOC. Et là, je crois que NIST répond, le NIST Cyber Security Framework répond plus à ces exigences pour y faire face parce que NIST couvre Identify, Protect, Detect, Response, Recover. Ce que j'ai vu chez les grandes entreprises, c'est que leur système de cyberdéfense est basé sur NIST, alors que leur organisation est basée sur ISO 27001 en implémentant les problématiques ISO 27002. Le message derrière, c'est quand on met en place une cybergouvernance, il faut connaître un peu les enjeux pour lesquels on est confronté pour choisir le référentiel. Et si on est une petite boîte, on n'a pas beaucoup de budget, comme l'a dit Jonathan, on peut commencer par les référentiels de l'ANSSI. Le guide d'hygiène informatique est un très bon début avec 42 bonnes pratiques très importantes et on peut ajouter des choses jusqu'on atteint une certaine maturité pour pouvoir implémenter une certification de bout en bout.
Et dernièrement, COBIT. COBIT, c'est plus large, c'est un système d'ISACA de gouvernance IT, mais qui comprend des bonnes pratiques de contrôle de sécurité qui sont intéressantes de les implémenter, même si on n'implémente pas COBIT complètement. Déjà, en France, je n'ai pas vu des boîtes, déjà seulement c'est les clients que j'ai vus. Il n'y a personne qui a implémenté de bout en bout COBIT, mais ils utilisent COBIT, certains objectifs de contrôle, parce que c'est intéressant, c'est un bon framework. Maintenant, pour parler de budget. Aujourd'hui, je l'ai posté sur le groupe sur LinkedIn, 100% en 2020, Gartner a dit, du top management s'intéresse à la cybersécurité. Donc aujourd'hui, le rôle de RSSI, qui avant c'était un rôle de responsable de la sécurité de l'informatique, c'est devenu un responsable de sécurité de l'information. Aujourd'hui, certaines boîtes mettent le RSSI en tant qu'un des directeurs de la boîte. Le rôle évolue très rapidement d'un rôle de pilotage de la sécurité à un rôle aussi de discussion avec le top management pour vraiment défendre son budget. Il y a Guillaume Poupard, le directeur de l'ANSSI, a dit 5 à 10% du budget de l'entreprise devrait être consacré à la cybersécurité. Indépendamment du chiffre, c'est juste une phrase pour dire aujourd'hui, comme depuis 20 ans, avec les rapports SIGREF qui disent que les DSI doivent consacrer 5 à 10% de leur chiffre d'affaires ou de leur budget à l'informatique. Aujourd'hui, c'est vraiment intégré chez les boîtes, mais le discours aujourd'hui, c'est de ce budget-là, il faut consacrer une grosse partie pour la cybersécurité, notamment pour les petites boîtes. Si on est une PME, on peut juste pour estimer combien on doit mettre, prendre 5 à 10% de budget et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, recruter quelqu'un, prendre un externe et on verra les options. Donc, j'ai listé un peu les chantiers pour ceux qui disent c'est quoi vraiment exactement ce que fait le RSSI, c'est quoi la cybergouvernance. C'est plusieurs chantiers. ISO 27001 les présente d'une manière un peu habile. Donc, il y a l'inventaire des assets, il y a la gestion des risques, il y a la politique de sécurité, les contrôles, les remédiations. Et aussi, j'ai mis en rouge la partie vraiment réponse aux incidents. On ne va pas couvrir aujourd'hui toute la partie SOC. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander à la fin. Sinon, n'hésitez pas vraiment à m'ajouter sur LinkedIn et je réponds rapidement à toutes les questions que vous avez, indépendamment que s'ils couvrent les sujets qu'on va faire focus aujourd'hui ou d'autres sujets concernant la cybersécurité et le management de la cybersécurité. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur la PSSI, la gestion de risque et la sensibilisation. Avant d'attaquer, j'ai voulu faire une petite heatmap de mon retour d'expérience sur les grands challenges des entreprises, des grandes entreprises moyennes et petites par rapport au système Plan Do Check Act pour relever un peu où sont les grands challenges par rapport à la taille d'entreprise. Pour les grandes entreprises, logiquement, je vois qu'ils planifient bien le framework, qu'ils l'implémentent bien, mais qui ont de sérieux problèmes dans le plan de remédiation. J'en parlerai plus tard quand je ferai un focus sur la PSSI. Les entreprises, les ETI, notamment les filiales de grands groupes, il y a un vrai problème dans le maintien des certifications. Je donne un exemple concret. J'étais directeur d'implémentation de PCI DSS dans une filiale de paiement d'une grande banque. Et quand j'ai discuté avec le QSA, pour qu'ils ne savent pas, c'est celui qui accompagne et qui certifie PCI DSS les boîtes. Donc, il m'a dit que 60%, et c'est un chiffre vraiment énorme, 60% des entreprises moyennes qui sont certifiées PCI DSS perdent leur certification après 2 ans. Pourquoi? Parce que le top management met tout le budget pour pouvoir atteindre la certification, mais ils ne comprennent pas que ce budget qu'ils ont mis, ce n'est pas un one-shot. Donc, il y a un relâchement, que ce soit des équipes qui ont travaillé dur pendant parfois plusieurs mois ou plusieurs années, et après, pour le maintien, il y a un vrai problème. Et pour les PME, déjà, le budget n'est pas énorme pour mettre en place quelque chose. Parfois, il y a des entreprises, aujourd'hui, il y a un business model dont je n'apprécie pas trop. En fait, c'est des solutions packagées, toutes faites. On dit à une PME, vous payez 200 € et on gère votre cybersécurité.
moi, je trouve que externaliser un SOC, c'est parfait parce que déjà, les petites boîtes n'ont pas la capacité de faire face. Prendre des consultants externes en part-time, comme le CISO as a Service, c'est très bien parce qu'on n'a pas le budget et la nécessité actuellement de recruter un RSSI. Mais imaginez qu'on peut, par exemple, prendre un abonnement et oublier la cybersécurité. C'est vraiment dommage, notamment parce que ces boîtes-là n'ont pas de legacy comme les grands, qui sont un vrai problème. Ils peuvent, quand ils développent des nouveaux process, quand ils mettent en place des technologies, faire ça avec Security by Design. Et donc, ils ont besoin d'un accompagnant d'une personne sur place, même si en part-time, pour pouvoir intégrer la sécurité dans leur quotidien. Donc, il faut plus sensibiliser ces petites boîtes qu'ils ont besoin d'accompagnement, que ce soit d'un freelance ou que ce soit en interne s'ils ont le budget de recruter une personne full-time là-dessus. Si on parle de la PSSI, en tant qu'ancien auditeur, quand j'étais chez Deloitte, j'ai audité plusieurs entreprises, notamment dans le secteur financier. Et pour faire un petit retour d'expérience positif, pour ne pas parler toujours du négatif, j'ai vu que chez les boîtes à taille intermédiaire, des assurances, des mutuelles, des filiales de grandes banques, quand la PSSI elle est faite sous forme de normes, ou bien elle est un document classique, mais on y sort des normes qu'on ajoute une référence. Ça veut dire, imaginons qu'on doit faire une campagne pour remédier l'obsolescence, qu'on doit vérifier les mots de passe. Les mots de passe doivent être de tel caractère. Au lieu d'avoir du wording et des pages, parfois on fait ça sous forme comme un texte de loi, sous forme de référence PSSI.1.1, etc. Et là, j'ai senti que ceux qui ont ce genre de PSSI peuvent plus facilement les décliner en procédure et les contrôler, ou parfois directement, ils associent un plan de contrôle sur la PSSI. Et s'ils ne sont pas un grand groupe et ils ont une PSSI de 40 pages, elle n'est pas très bien exploitée. Et ils attendent les audits pour leur dire ce qu'il fait. Et logiquement, attendre l'audit, déjà, c'est bien parce qu'il y aura des recours, mais le mieux, c'est d'avoir un plan de contrôle qui est décliné des PSSI et reflète les procédures. Et comme ça, on continue, on peut contrôler et améliorer. Donc, une PSSI, elle doit être le fruit d'un travail préalable qui est l'inventaire des assets parce que ce qu'on n'est pas, on ne peut pas le sécuriser. C'est basique, mais malheureusement, beaucoup de fois, on commence à formaliser sans même faire un asset management, cartographier les risques pour sortir des objectifs de sécurité. Et quand on a ça, on rédige une PSSI simple, adaptée à notre taille et mon conseil sous forme de normes pour pouvoir l'exploiter en procédure et faire un plan de contrôle adapté. En ce qui concerne la cartographie des risques, c'est un domaine pour lequel mon expertise tourne autour de la gestion des risques. Je vais commencer par une petite anecdote. L'année dernière, j'étais chez un client et je l'accompagnais dans le dispositif d'assessment des risques, notamment les risques de sécurité. On a constaté ensemble, quand on a vu le processus, que le besoin, parce que n'oublions pas que l'assessment des risques, c'est pas juste l'assessment de l'organisation pour sortir un registre et avoir, je ne sais pas, 500 lignes et 500 risques identifiés. Un vrai dispositif de gestion de risque, il doit couvrir les vendeurs, les projets, les produits, tout changement dans l'organisation. Donc, j'étais chez un grand client et on a constaté ensemble que théoriquement, il doit faire entre 500 et 600 assessments par an. Le budget alloué à la gestion des risques lui permet de faire à part 300 et il n'a pas assez de budget pour la remédiation. Et ça, c'est un très, 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 très grand problème. Et je vais m'arrêter une seconde sur ça. Je vois chez beaucoup de clients, ils mettent beaucoup de budget sur les pentests, sur les contrôles, sur les audits. Et quand on a une liste de recos, de vulnérabilités à corriger, là, ça s'étale et il n'y a pas un suivi qui est très important. Et ce n'est pas parfois à cause du RSSI, parce que parfois, le budget alloué, c'est sur la partie identification, évaluation. Et quand on dit on a besoin d'une personne full-time pour la remédiation,
parfois, on laisse du best effort pour le owner. On dit que le chef de projet, il doit faire ça. Et généralement, j'ai remarqué chez les entreprises, les recos, ils sont corrigés rapidement, les recos d'audit, parce que la direction générale les porte et les met parfois dans les objectifs des responsables de département et des entités, alors que les remédiations classiques ne le sont pas. Donc, c'est un message parfois qu'il faut sensibiliser les directions que les vulnérabilités et que le plan de remédiation soit aussi important qu'un recours d'audit, parce qu'il suffit parfois d'une vulnérabilité pour qu'une attaque soit successful sur notre organisation. Et dernièrement, on parle de sensibilisation. Comme a parlé Jonathan, 60% des attaques aujourd'hui, c'est du phishing. Ça target directement notre RH. Donc, il n'y a pas vraiment de solution magique. La sensibilisation, c'est pouvoir améliorer ça, c'est une vraie problématique. Il y a beaucoup de boîtes grandes ou bien des startups qui innovent là-dessus. Mon conseil là-dessus est le suivant. Ne pas considérer juste envoyer un mail ou une petite information suffisante pour pouvoir informer. Il faut avoir il faut avoir un budget pour la sensibilisation aussi important que le budget pour faire des patchs sur les serveurs. Il faut comprendre que informer un utilisateur, c'est comme patcher un serveur. Exactement. Donc, il faut les traiter comme tels et non pas ce qui reste du budget SI, le mettre sur la sensibilisation, alors que l'attaque se fait à 60% sur cet utilisateur. Privilégier les méthodes interactives. Des méthodes interactives de prévention, comme par exemple des serious games. Il y a des startups qui proposent des choses interactives où on peut faire un petit jeu. Et des choses un peu plus avancées, des campagnes de phishing où on peut tester, piéger entre parenthèses les utilisateurs pour voir s'ils cliquent sur des liens, des mails. Et utiliser plusieurs médias pour que l'information, elle doit rentrer, puis rentrer, puis rentrer. Ça veut dire utiliser parfois des mails. Ce que j'ai trouvé en termes de retour d'expérience intéressant, c'est quand on met en avant, par exemple, un Cyber Week. Par exemple, on dit que cette semaine, c'est la semaine cyber. On voit des flyers partout, on voit des petites conférences. Donc, et non pas faire ça une fois par an. Donc, faire une fois par an, on fait un Cyber Week. Après quelques mois, on fait une campagne de phishing avec les résultats. Et il faut que la sécurité, quand Jonathan a dit la sécurité est une affaire de tous, ça doit être traduit par responsabilité les managers, que si par exemple dans leur équipe le résultat est mauvais dans le campagne de phishing, le sensibiliser pour que lui sensibilise, parce qu'un seul RSSI sur 5000 personnes, parfois c'est pas assez pour sensibiliser. Donc il faut intégrer cette sensibilisation dans toute l'entreprise et responsabiliser les managers là-dessus. Pour conclure, il y a une phrase qui est vraiment kitsch, mais elle est toujours d'actualité. La sécurité SSI garantie à 100% n'existe pas. On voit toujours des articles, on le connaît, mais le problème aujourd'hui, c'est que on connaît cette phrase, mais parfois chez le top management, on dit aujourd'hui on a certifié ISO 27001, c'est bon, on va relâcher le budget. Ou j'ai une PSSI, je fais la carto, je fais la sensibilisation, j'ai pris un abonnement SOC, donc s'il y a une attaque, par exemple, je dois virer le RSSI. Donc, ce n'est pas pour défendre le RSSI ou non, mais juste la sensibilisation n'est pas seulement pour le personnel, la sensibilisation, c'est aussi pour le top management, pour leur dire, même si on fait beaucoup de choses, déjà, le budget n'est jamais assez et on est toujours vulnérable. Le but, c'est de ne pas prévenir 100% l'attaque, mais plutôt mettre tout en place pour diminuer déjà la probabilité de l'attaque et même si l'attaque est arrivée, diminuer son impact en mettant en place les bonnes pratiques. Donc, Sébastien, est-ce que tu peux, tu veux faire une petite conclusion, un petit récap là-dessus, ou on passe aux questions? On va passer aux questions. Vous pouvez lever la main si vous voulez intervenir de façon vocale. Alors en bas à droite, bas à gauche, a priori, vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez aussi poser vos questions directement dans la partie Q&A. Et d'ailleurs, on a une première question
Vous pourrez peut-être répondre tous les deux, Jonathan et Paul, sur la proportion du budget recommandé par l'ANSSI. Quand on parle de 5 à 10%, on parle de 5 à 10% du budget de la DSI ou du budget global de l'entreprise? C'est une question de Rosac. Euh, il faut ne pas confondre deux choses. Quand le directeur de l'ANSSI demande quelque chose, il tape sur la limite haute. Donc, il parle ici de 5 à 10% du budget entier de l'entreprise. Maintenant, entre cette recommandation qui est très high et entre ce qu'on voit aujourd'hui, notamment chez les entreprises petites et moyennes, il y a une grande différence. Donc, si aujourd'hui, sur le budget de la DSI, on loue une grosse partie, déjà, c'est un bon début. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de chiffres qu'on doit descendre. Aujourd'hui, le RSSI doit construire son business case sécurité par rapport à son entreprise. Donc, il doit faire l'asset management, il doit faire la cartographie des risques. Et aujourd'hui, il y a des méthodes de quantification, que ce soit du risque ou que ce soit le chiffrage des chantiers qu'il doit faire. Et sur la base de ça, il présente au top management sa proposition. Et c'est sûr, donc les RSI se le savent, ils n'auront pas tout le budget, mais au moins le top management, on ne peut pas venir lui dire 5 à 10%, donnez-le à la sécurité. Ça doit être défini dans un business case de sécurité que le RSI doit porter et le renouveler chaque année. Tout à fait. Et puis, si je peux rajouter quelque chose, on le voit bien avec les clients, ceux qui ont la démarche d'intégrer la cybersécurité dès le début économisent vraiment énormément par rapport à tous ceux qui essayent de faire de la rétro-engineering pour pouvoir sécuriser leurs applications une fois qu'elles sont montées. Donc, c'est aussi une manière de bien réduire ces budgets. Je veux ajouter une petite chose, Sébastien, en parlant du security by design. Il y a beaucoup d'entreprises ou de petites entreprises qui, on les oblige, que ce soit le régulateur, que ce soit les clients ou que ce soit, s'ils sont une filiale d'un grand groupe, d'implémenter, disons, un certif PCI DSS s'ils sont dans le paiement ou 27001. Si mon seul conseil pour le RSSI et pour l'équipe sécurité, c'est si vous devez le faire, autant bien le faire. Parce que ces recommandations sont là vraiment pour pouvoir améliorer la sécurité. Donc, même s'il y a des chantiers qu'on considère qui ne sont pas prioritaires, ne pas les prioriser, mais dans tous les cas, que la certification ne soit pas une fin, mais un moyen et la fin, c'est la sécurisation de l'entreprise. Il ne faut pas oublier ça parce que je vois toujours, parfois, on court vers la certification en oubliant que le but initial, c'est la sécurisation et non pas juste avoir le tampon. Ok. On a une autre question de Id qui nous demande, est-ce qu'un plan de continuité se limite au rôle du RSSI? Pas du tout. Pas du tout. En fait, aujourd'hui, la continuité d'activité, le PCA au sens large, le BCP, il est porté par la direction des risques ou il est porté, si la boîte est très grande, par un RPCA, une direction de la continuité. La recommandation que je fais, c'est quand je vois que la partie PSI, la partie secours informatique ou même la partie gestion de crise cyber, si elle ne s'inscrit pas dans le dispositif global, même s'il est en dehors de la DSI, là, il y a des vrais problèmes. L'idéal, c'est quoi? C'est sûr que la continuité d'activité, elle est rarement pilotée par le RSSI. Par contre, la partie qui concerne le DSI, ça veut dire le plan de secours informatique, ou le RSSI, qui est la gestion de crise cyber, doivent s'inscrire dans cette logique, même si elle est pilotée ailleurs. Les boîtes qui ont un processus de bout en bout de continuité qui est lié avec des comités qui se voient, peuvent faire une remédiation et un recovery plus rapide que ceux qui ont des processus éclatés. Je me permets du coup d'apporter ma petite touche un petit peu pragmatique. On parle du coup de normes et de mise en œuvre du coup de sa cybergouvernance. L'ISO 27001, alors si je dis pas de bêtises, ça date de 2013, hein, la dernière norme, et les attaques évoluent, hein, on est en 2020. Donc il y a un PDCA
qui parle, enfin qui dit comment mettre en place effectivement son plan de continuité d'activité et aussi assurer finalement que on soit toujours à l'état de l'art. Concrètement, ce qui est intéressant, c'est de vérifier ces masters s'ils n'embarquent pas la vulnérabilité zéro logon. Parce que si on redéploie et lors d'une crise, hein, bien sûr, on redéploie des masters, on passe en mode reconstruction, que l'attaquant a toujours un pied dans le SI, et bien là, la remédiation devient un exercice beaucoup plus difficile. Je suis parfaitement d'accord. C'est pour ça, quand j'ai présenté le framework, j'ai dissocié les deux types de pilotage. Le pilotage de la sécurité des systèmes d'information, notamment des règles de l'art, ISO 27002, les 144 bonnes pratiques, et le pilotage qui permet de faire face aux cyberattaques. Et aujourd'hui, c'est pour ça, dans la plupart des boîtes, que ce soit en interne ou en externe, il y a la partie SOC. Peut-être on aura l'occasion de faire un autre webinaire pour parler plus de la partie SOC qui est très importante, où il y a un readiness 24-24. Et là, on essaye de détecter rapidement les attaques et d'y répondre dans les minutes parce que parfois, ça peut faire des ravages. Et là, c'est un peu dissocié et je suis d'accord, ISO 27001 n'est pas fait pour répondre à ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant. Il est intéressant, mais pour gérer vraiment la sécurité dans les process et parfois piloté par NIST ou autre, le SOC est là pour pouvoir gérer l'incident en dehors des dispositifs classiques des incidents, les tickets qu'on voit dans ITIL, par exemple. C'est pour ça qu'on a créé ce dispositif 24-24, 7 jours sur 7, qui est dissocié de la gestion des incidents problèmes classiques parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas traiter un incident de sécurité comme on traite un incident classique de prod, par exemple, ou autre. Je suis d'accord avec Jonathan. Ok. Eh bien, on va tenir le timing. Une dernière question. Sens ICS top 20 est-il idéal pour une approche bottom-up? Vous confirmez? Je connais les normes sens, mais j'ai jamais travaillé là-dessus. Donc, je ne veux pas me prononcer sur un sujet que je connais pas. Moi, Bon. j'ai travaillé sur les ISO, sur PCI DSS et sur NIST dans les grandes banques en France, mais pas sur Sens. Moi, je suis pas sûr de très bien comprendre la question, mais vis-à-vis de mon retour d'expérience, on parle beaucoup de bottom-up et de top-down en termes de stratégie de détection, stratégie de collecte, parce que ces stratégies-là, finalement, sur la partie cybersécurité opérationnelle, peuvent être un moyen finalement de réaliser rapidement une coupure réseau et éviter la catastrophe. Les statistiques, encore une fois, qui ont été publiées à date par les prestataires de réponse à incidents, disent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question, mais Ça fera peut-être l'occasion d'un prochain webinar. En tout cas, pour conclure, je vous remercie tous de nous avoir suivis. Pour les consultants qui souhaiteraient intervenir à travers les webinaires Sécurilance, n'hésitez pas à nous contacter. Le prochain sujet sera sur la protection des datas, en particulier avec tout ce qui reste à faire sur la partie RGPD, avec un DPO très pointu dans le domaine de la santé qui viendra nous expliquer ça le 21 janvier. Donc vous recevrez tous une invitation. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis je vais juste vous envoyer un dernier petit sondage pour avoir votre avis sur ce que vous avez, si vous avez aimé cet event. Voilà, vous devez pouvoir nous mettre une petite étoile ou un peu plus si vous avez aimé d'ailleurs. Merci à tous et puis à très bientôt dans un webinaire Sécurilance. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci.
En fait, tu vois, je vois.